terminer d'ailleurs cette crise par un peu ce qu'on a vu en Espagne, c'est-à-dire la jeune génération qui paye la CSG plein pot, qui va en vouloir à la génération de ses parents, en disant la dette au fond c'est pas. Il faut pas que ce soit le cas. Oui. Je pense que ce serait dramatique et je suis absolument évidemment opposé à ça, mais je pense en effet que le risque existe parce que la progression, la dette a commencé à progresser dans tous les pays occidentaux à la fin des années 70 et c'est bien évidemment la génération aujourd'hui d'actifs qui va subir à la fois les prélèvements obligatoires les plus importants et qui va devoir faire face à une baisse des dépenses sociales. Donc c'est un risque. Donc même si ça n'est pas une solution, la guerre intergénération, en tous les cas, il y a de bonnes raisons pour imaginer qu'elle pourrait exploser. Et légitime. Mais, la question de la propriété est très importante en France. Qui peut acquérir un logement aujourd'hui? Certainement plus les jeunes générations, alors que les vieilles générations, pardonnez-moi, enfin les gens qui ont 65 ans aujourd'hui ont pu l'acquérir parce que justement, quand ils étaient jeunes, il y avait un petit peu d'inflation qui reniait leurs emprunts. Croire qu'avoir un emploi public quand on a 25 ans aujourd'hui, c'est une garantie d'emploi à vie, je pense que c'est véritablement se tromper lourdement. L'emploi à vie chez les fonctionnaires est quelque chose qui tôt ou tard sera remis en cause. Je pense. Je voudrais juste, mettre en lumière un ou deux tabous qui vont devoir sauter, à mon avis, assez rapidement. La question des retraites. Ce qui a beaucoup progressé dans tous les pays développés ces dernières années, c'est la dépense sociale, c'est-à-dire essentiellement la santé et les retraites. À mon avis, dans quelques mois, les débats qu'on a eus l'année dernière, les débats un peu compliqués qu'on a eus sur la retraite à 62 ans, vont nous paraître extrêmement lointains. Parce que je crois que très rapidement, c'est-à-dire à l'horizon de 3 ou 6 mois, on devra évoquer la question de la retraite à 65 ans. En tous les cas, toute cette période d'incertitude crée une frénésie autour de l'or. Dans les boutiques spécialisées qui vendent de l'or, on voit même des jeunes venir acheter des lingots de précaution, des petits lingotins de 50 ou 100 grammes. L'or ne connaît pas la crise. Si les bourses s'effondrent, l'or s'envole. Même en plein mois d'août, les bureaux de change ne désemplissent pas. Le Napoléon est à combien aujourd'hui? Alors, on vend 277,80. Eh ben, on va vous en prendre pour 3000. Cela fait 40 ans que Patrick Merson a ouvert boutique et jamais les affaires n'ont été aussi bonnes. Alors, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, 8 août, on va dire une journée du 8 août, normalement, c'est 150, 160 factures. Aujourd'hui, on en a fait 261. Une augmentation de 30% de fréquentation, mais surtout l'apparition de nouveaux acheteurs. On a d'abord des gens qui font de l'investissement, qui achètent 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros d'or. Ça, certes. Et après, vous avez toute une nouvelle clientèle de gens qui veulent économiser, mettre un peu de sous de côté, qui ont peur et qui achètent 2 Napoléons par mois. C'est une clientèle qui est... Et parmi des jeunes, des gens de 25-30 ans. C'est une clientèle qui, à 5-6 ans, n'existait pas. Et le Napoléon, on va dire la coqueluche des Français, la pièce de 20 francs, qui représente 5 grammes 80 d'or fin, valait au début du mois 200 €, elle vaut 273. L'or vole de record en record. Avec la dépréciation des monnaies, les Français cherchent à protéger leur patrimoine. Le métal précieux est devenu la valeur refuge par excellence. Il se dit encore que ça va encore monter et que, quoi qu'il arrive, quand tout se sera cassé la gueule, s'il y a vraiment une chute, il restera que l'or et l'argent et différents métaux, quoi. CPOR est le numéro 1 de l'or en France, une sorte de grossiste et de courtier de l'or, incontournable sur la place de Paris. Chaque jour, cette table d'or fixe les cours du métal. Déjà hier, l'or enregistrait une flambée historique. Aujourd'hui, il flirte pour la première fois avec les 1800 $ l'once. Le lingot dépasse les 40 000 €. Les fondamentaux de l'or sont en faveur d'une tendance haussière parce qu'il y a la demande est plus importante que l'offre et la demande elle n'est pas simplement une demande d'investissement, c'est une demande aussi de bijouterie, c'est une demande d'application industrielle et ces demandes viennent de pays qui sont eux en croissance et la demande la plus forte vient de l'Asie, Chine, Inde, Moyen-Orient et ces pays ne connaissent pas la crise. Et quant à la production minière, elle est contractée, elle est étale, elle n'augmente pas beaucoup depuis ces dernières années. Et une source d'offres qui était importante aussi, c'était les ventes des banques centrales, elle s'est arrêtée, elles sont devenues nettes acheteuses. Après la crise de 2008, pour séduire une plus large clientèle, CPOR a décidé de créer un mini lingot plus abordable, le lingotin. Donc ça c'est le 50 grammes. Qui vaut 2000 €. Ça permet une accessibilité plus grande au marché de l'or et on s'aperçoit, si vous voulez, que les produits les plus vendus depuis novembre sont le 50 et 100 grammes.
Et pour acheter ses lingots ou ses lingotins, rien de plus simple, il suffit de s'adresser au guichet de sa banque. Internet, l'or peut-il également s'écrouler? Bernard Maris? Oui. Bon. Tout Donc en acheter à 1700 $ l'once, c'est dangereux. Parce que c'est quand même un métal rare, donc il s'écroulera pas, et il peut fluctuer. C'est comme l'immobilier. Je ne crois pas à un effondrement de l'immobilier, mais je pense que l'immobilier peut baisser et l'or peut baisser. C'est vrai, si l'économie repart, l'or baissera, parce que l'or, c'est sortir de l'économie. Quand on achète de l'or, on thésaurise, donc on ne met pas de l'argent dans l'économie. C'est pas l'or qui crée des emplois. L'or ne crée pas un seul emploi, sauf l'emploi de fondeurs d'or, là, je sais pas trop quoi, ou de marchands d'or. Mais sinon, c'est vraiment, lorsque vous achetez de l'or, vous décidez que votre argent ne fera pas travailler les gens, autrement dit. Hein, c'est tout. Donc c'est vraiment, vous faites de la thésaurisation, vous stérilisez l'économie. Donc si l'économie repart, il est évident que l'or va s'effondrer. C'est quand même le signe d'une mauvaise santé. Donc quand quelque chose qui tue l'économie est aussi à la mode... C'est exactement la réflexion que vous êtes en train de faire. C'est l'histoire de l'or est fascinante, mais l'or a émergé finalement assez spontanément comme monnaie il y a déjà plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Et encore, au début du XXe siècle, on avait encore l'étalon or, hein, c'est-à-dire que les monnaies, le franc, le sterling, etc., avaient une valeur qui était définie en grammes d'or. Et finalement, c'est quelque chose que l'on a abandonné assez récemment. Et dans l'inconscient collectif, l'or reste une sorte de valeur refuge. Donc, en réalité, tant que la situation économique restera difficile avec des problèmes d'endettement public, des problèmes de croissance, etc., l'or restera à un niveau élevé. Et si, parce que c'est toujours possible aussi, si on a une reprise de la croissance à laquelle on ne s'attendait pas, parce qu'il y a beaucoup d'innovations technologiques, parce que les pays émergents vont très bien, etc., eh ben, on aura une baisse du prix de l'or. Cela dit, je vais vous dire, à titre personnel, je n'en achèterai pas, parce que quand une matière première est à un cours aussi élevé, le fait d'en acheter me paraît quand même assez risqué. Il y a 10 ans, c'était dans les 200 $ l'once, un peu, ou 200-300 aujourd'hui. C'est 1700 $ l'once. Yves Tréhard, quand on voit des jeunes aujourd'hui acheter des lingotins, vous trouvez que c'est signe d'une époque, comme on dit, non? Oui, moi je suis. Ça m'inspire deux réflexions, si vous voulez. C'est que bon, c'est contradictoire avec la jeunesse, qui aime l'aventure, qui aime bouffer la vie. Moi, il y a une chose qui m'avait tout à fait étonné, c'était quand il y a eu les manifestations contre la réforme des retraites, de voir les jeunes qui s'associaient au cortège. Si vous voulez, ça participe de la même chose. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut encore être jeune aujourd'hui sans avoir des réflexes de vieux? Donc ça me gêne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et ça rejoint ce que disait Bernard Maris sur les indignés, sur tout à l'heure, c'est que les politiques occidentales aujourd'hui s'intéressent beaucoup aux plus âgés de la société, c'est-à-dire les retraites, la dépendance. C'est d'ailleurs, à mon avis, la politique de dépendance que Nicolas Sarkozy, avec raison d'ailleurs, voulait mettre en place. Elle va faire les frais, d'une certaine façon, de cette crise, parce qu'il ne pourra pas mobiliser 1 milliard d'euros pour ça, et ça va être difficile. C'est que les gouvernements occidentaux seraient bien inspirés de beaucoup plus parler aux jeunes. Mais qui votent, ce ne sont pas les jeunes. On se fait élire par les retraités. S'ils votent pas, c'est parce que peut-être on ne s'intéresse pas assez à eux. Alors je veux bien qu'en France, il y a une chose qui modère un peu ce que je dis, c'est l'argent qui a été investi dans l'université, qui est assez exceptionnel. Hein. Il y a un programme qui a été fait pour les universités comme on n'avait jamais vu en France depuis au moins 30 ans. Eh bien ça, c'est plutôt assez positif. Mais c'est vrai que les gouvernements, en général, parlent plus aux plus âgés qui votent. L'âge moyen de l'Assemblée nationale, c'est la plus vieille Assemblée nationale d'Europe, la nôtre. Parce qu'ils votent, c'est vrai, parce qu'on vit de plus en plus vieux, mais il serait bien inspiré de beaucoup plus parler aux jeunes aussi. Serge Maître, on l'a dit, cette hausse de l'or témoigne d'une inquiétude. Est-ce qu'aujourd'hui, les épargnants sont inquiets? Ils sont inquiets de leur assurance vie, pour leur PEA, leur fonds d'action, pour leur épargne, tout bêtement, qui est en dépôt à la banque et qui gagne 2% par an? Je dirais que l'inquiétude s'est dépassée. On est dans l'anxiété. Hein, c'est anxiogène actuellement. Les informations qui sont divulguées, diffusées, qu'on entend, ne portent pas à espérer véritablement une évolution. Et tout à l'heure, on a dit, il y a une crise économique, on a parlé de récession, on est au bord de la récession. Et donc là, il y a véritablement, effectivement, des personnes qui s'inquiètent de leur patrimoine tel qu'il existe et qui se posent deux types de questions. Est-ce que je vais retrouver mon euro ? Est-ce que cet euro qui me donne un pouvoir d'achat, est-ce qu'il aura le même pouvoir d'achat dans 3 ans? Et l'autre, j'aimerais bien aussi, c'est là les valeurs refuges, conserver ce pouvoir. Alors nous, on leur dit quoi?
Là-dessus, c'est relativement simple. Il y a une chose. Il faut savoir si on est sensible au risque ou pas. Parce que là, on a une crise, c'est évident. On l'a décrit, on est en train d'en faire l'analyse tous les jours. Mais dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Or, quand on a des produits qui sont adossés à la bourse, direct ou indirect, FCP, SICAV, des assurances-vie en unité de compte, il faut savoir qu'il faut se donner du temps. Il ne faut pas tout de suite avoir peur même un tsunami, il passera. Demain ou après-demain, dans 3-4 ans, vous retrouverez, je l'espère, vos fonds. Maintenant, parfois, on peut être beaucoup plus sensible au risque. Alors se dire, non, attendez, il y a quand même un risque, on ne sait jamais si ça s'effondre. Et là, prendre un certain nombre de dispositions. Si d'abord on veut retrouver son capital, on va penser aux produits réglementés, à l'épargne réglementée. Jusqu'au PEL, il y a quand même près de 50 000 € qu'on peut placer dedans. Et on est sûr qu'on retrouvera l'euro. C'est sûr, on ne saura pas ce qu'il vaudra et un petit revenu. C'est le plan épargne logement. Voilà, le plan de l'épargne logement. Maintenant, lorsqu'on est encore plus sensible au risque et qu'on veut des garanties, je dirais presque absolues, de pouvoir d'achat de son euro, effectivement, certains pensent à l'immobilier, d'autres pensent à l'or, c'est ce qui était dans le reportage. Et là, il faut se rappeler que ça coûte très cher, que ça peut baisser. On a parlé de bulle immobilière dont on dit qu'elle n'éclate trop longtemps. Mais l'or, on le sait très bien. Quand ça ira bien, on regrettera d'avoir investi au moment de la grande crise, parce qu'on est quand même dans une crise. Et donc là, ça risque de coûter cher. En tous les cas, il y a ces problèmes de tombereau de dette. Pourquoi est-ce que tout le monde refuse la solution de l'inflation? Si vous avez une inflation de 10%, vous avez 10% de dette en moins l'année suivante. Alors Bernard Maris, un Allemand de l'inflation. Les Allemands. Mais il va vous sortir. Mais non, il a raison, il aura raison. Il va vous sortir l'hyperinflation allemande, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, etc. Il y a une peur panique de l'inflation. Et on a tort, c'est dommage. C'est bien dommage, oui. Vous dites un peu d'inflation, ça. Il y en aura. Il y en aura forcément parce que moi qui suis un fan, contrairement à Bernard Maris, un fanatique de Jean-Claude Trichet, on aura quand même malgré tout de l'inflation parce qu'on n'arrivera pas à dénouer ce problème sans avoir un peu d'inflation. Donc on ira forcément vers une inflation de l'ordre de 5 à 6%. Sinon, on ne pourra pas régler nos problèmes de dette. Il y a 2 tabous. Il y a l'inflation. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut y aller modérément sur l'inflation. L'inflation, évidemment, quand on n'en a pas, tout le monde trouve ça formidable. À la fin des années 70, tout le monde voulait combattre l'inflation. Donc ça ne devait pas être quand même complètement agréable. Mais il y a un autre sujet dont on ne parle pas. C'est le niveau absolument délirant de l'euro par rapport au dollar. Croyez-moi, je vous garantis quelque chose, l'économie européenne et l'économie grecque, y compris l'économie française, ne repartiront pas avec un euro supérieur à 35 $. Ça n'est pas possible. Même la Grèce, le secteur emblématique de la Grèce, c'est le tourisme, c'est son seul secteur compétitif, ça peut pas marcher le tourisme en Grèce avec et c'est ça ce qu'il faut négocier avec les Allemands. Je pense qu'il faut pas jouer sur l'éclatement de la zone euro parce qu'on ne sait pas véritablement comment ça peut se terminer, mais ce qu'il faut négocier avec les Allemands, c'est le fait que on doit avoir une intervention sur le marché des changes avec les Allemands et avec la Banque Centrale Européenne. Comment on fait pour faire baisser une monnaie qui se négocie librement sur les marchés financiers? Quand l'euro était trop faible en 1999 et en 2000, tout le monde était d'accord pour acheter de l'euro sur les marchés financiers et ça a fait monter l'euro et d'ailleurs ça a tellement bien marché qu'on n'arrive plus à le faire redescendre. Donc il faut faire l'inverse aujourd'hui. Il y a une fenêtre de tir juridique. La Banque Centrale Européenne ne permet pas. Non, il y a une fenêtre juridique dans le traité de Maastricht pour le faire. C'est vraiment un problème politique. Il faut négocier ça avec les Allemands et avec la Banque Centrale Européenne. Sinon on s'en sortira pas. Et tous les plans d'austérité dans l'histoire, notamment en France, se sont faits accompagnés d'une dévaluation. 83, le plan Pinerev, c'était pas des gens rigolos. En 57, mais il y a eu une dévaluation.